Il y a 50 ans, le 4 février 1945, Churchill, Roosevelt et Staline se retrouvaient à Yalta. Depuis un demi-siècle, le nom de Yalta est attaché à un mythe, le mythe du partage de l'Europe. Jusqu'à la chute du mur de Berlin, en 1989, on a parlé de l'Europe de Yalta. Mais, entre le mythe et l'histoire, le fossé est large, que nous allons explorer tout au long de cette émission. Nous allons raconter ce qui s'est vraiment passé entre les trois grands à la fin de la guerre, de la conférence de Yalta en février à celle de Potsdam en juillet. Nous sommes à Berlin, longtemps symbole de la division d'une ville, d'un pays, de l'Europe. Nous arrivons maintenant au Cäcilienhof, où s'est tenue la conférence de Potsdam. Tout en visitant ce lieu historique, en compagnie de Robert Frank, spécialiste de l'histoire des relations internationales, nous allons plonger dans ces 6 mois où s'achève la Deuxième Guerre mondiale et se dessine l'avenir du monde. Et d'abord, la situation militaire au début de 1945. Au printemps 1944, le rouleau compresseur soviétique repousse les troupes allemandes en Ukraine et en Biélorussie. Au début de l'été, l'armée rouge reprend Minsk. Les soviétiques, en quelques semaines d'une poussée décisive, avancent de 600 km jusqu'à la Vistule. Le 23 juillet, les Russes pénètrent en Pologne et libèrent Lublin 3 jours plus tard. Ils installent dans la ville un comité de libération nationale dominé par les communistes et dirigé par Beyrouth. La totalité du territoire de l'URSS est libérée. Staline fête l'événement à sa manière en organisant à Moscou un gigantesque défilé de prisonniers allemands. On ne peut mieux symboliser la défaite de l'orgueilleux envahisseur. À l'autre bout de l'Europe, au moment même où se développe l'offensive soviétique, les Alliés débarquent en Normandie. Ils piétinent un temps dans le bocage avant de foncer vers la capitale française. Le 25 août, Paris fête sa libération. Trois semaines auparavant, le 5 août 1944, Varsovie s'est insurgée. Alors que l'armée rouge reste cantonnée sur la rive droite de la Vistule, aux portes de Varsovie, la résistance polonaise qui se reconnaît dans le gouvernement en exil de Londres a déclenché l'insurrection contre l'occupant allemand. Les partisans polonais livrent une bataille héroïque, mais le 2 octobre doivent capituler. Les soviétiques n'ont pas bougé. Les Allemands rasent la ville où on dénombre 50 000 victimes. La résistance polonaise non communiste n'existe plus. Staline a préféré laisser les Allemands l'écraser plutôt que de l'aider à prendre le pouvoir. Plus au sud, l'armée rouge progresse rapidement. En août, elle entre en Roumanie et prend Bucarest. Les Roumains signent un armistice et se retournent contre l'Allemagne. La Bulgarie, qui n'avait pas déclaré la guerre à l'Union soviétique, est envahie au début de septembre. Un soulèvement populaire éclate qui porte au pouvoir un gouvernement de front patriotique dominé par les communistes. Le 18 août, l'armée rouge entre dans Sofia.
guerre des partisans bat son plein en Grèce et en Yougoslavie, où, toujours en septembre, les Russes font leur jonction avec les partisans de Tito dans une ambiance enthousiaste. Hitler, alors, n'a pas d'autre choix que d'ordonner à ses armées d'évacuer la Grèce et le sud de la Yougoslavie. La Wehrmacht se replie sur une ligne défensive dont Budapest est le pivot. Ainsi, en quelques semaines, l'armée rouge a réalisé une avancée importante dans l'Europe balkanique. Churchill s'en inquiète et fait débarquer des troupes anglaises en Grèce en octobre. Mais le Premier ministre britannique sait qu'il ne peut s'opposer militairement aux Russes. Il préfère négocier directement avec Staline. L'ambassadeur de Grande-Bretagne, Clark Kerr, celui des États-Unis, Avril Harriman, et Vyacheslav Molotov, le ministre des Affaires étrangères de l'URSS, sont venus saluer le départ de Churchill, qui vient de passer une semaine en tractation avec Staline. La présence d'Harriman est de pure forme, car cette conférence de Moscou s'est déroulée sans la participation américaine. Au cours de ces rencontres, Staline et Churchill ont conclu ce qu'on appellera plus tard l'accord des pourcentages. Griffonné par Churchill sur une feuille de papier, il prévoit une influence soviétique à 90% en Roumanie, à 80% en Bulgarie, à 50% puis 80% en Hongrie, un partage à 50-50 en Yougoslavie, et enfin une influence à 90% pour les Occidentaux en Grèce. Churchill relate ainsi la scène dans ses mémoires. Je poussai le papier devant Staline à qui la traduction en fut faite. Il prit son crayon et traça un gros trait en matière d'approbation. Le papier rayé de bleu demeurait au centre de la table. Je dis finalement, « Ne trouvez-vous pas un peu cynique que nous ayons l'air d'avoir réglé ces problèmes dont dépendent le sort de millions d'hommes d'une façon aussi cavalière? Brûlons ce papier. » « Non, gardez-le, dit Staline. Churchill a obtenu les mains libres en Grèce, où commence une guerre civile entre le gouvernement royal et la résistance communiste. Les Britanniques peuvent intervenir et réprimer les communistes sans que Staline réagisse. À l'autre bout de la planète, dans le Pacifique, les Américains livrent une guerre terrible contre les Japonais. À l'automne 1944, MacArthur se lance à la reconquête des Philippines. Devant des adversaires déterminés à mourir sur place, la progression des GIs est difficile. L'acharnement des combats montre bien que dans cette partie du monde, la victoire n'est pas acquise. L'archipel japonais est encore loin et les experts américains n'envisagent pas de l'atteindre avant de longs mois. Entre les deux guerres, celle d'Europe et celle d'Asie, le décalage chronologique est grand. Il pèsera sur les réflexions de Roosevelt. En décembre 1944, sur le front occidental de l'Europe, alors que les Alliés sont aux portes de l'Allemagne, le Reich résiste toujours. Hitler place ses derniers espoirs dans les armes nouvelles, comme l'avion à réaction dont les essais sont prometteurs. Et puis, c'est la surprise. Hitler joue son dernier coup de dé. Le 15 décembre, il lance 25 divisions de Panzer dans la contre-offensive des Ardennes, à l'endroit le plus faible du dispositif allié. Au début, l'avance des blindés allemands est rapide, mais Bastogne résiste.
Au début de janvier, la situation se retourne. Les Alliés reprennent leur progression. Mais cet ultime sursaut de la Wehrmacht a perturbé les plans d'Eisenhower et retardé de plusieurs semaines l'avance des Anglo-Saxons. Car au moment même où ils se battent dans la boue des Ardennes, sur le front de l'Est, l'offensive soviétique repart. L'armée rouge franchit enfin la Vistule et pénètre dans les ruines de Varsovie. Les Russes installent dans la capitale polonaise le gouvernement qui leur est favorable. À la fin de janvier, toute la Pologne est libérée. Les maréchaux Koniev et Joukov sont sur l'Oder, ultime défense avant Berlin. Ils massent des forces considérables en vue de la dernière ruée. À la veille de Yalta, l'armée rouge est à 80 km de la capitale du Troisième Reich. Robert Frank, quand Staline arrive à Yalta, sur un plan militaire vis-à-vis des Alliés, il est dans une position de force écrasante. Il y a un rapport de force en sa faveur d'une façon écrasante en effet. L'armée rouge a pénétré la plus grande partie de l'Europe centrale et orientale, on l'a vu dans le film. Elle rentre même en Allemagne et elle s'apprête, elle est à 50 km de Berlin, elle s'apprête à entamer la bataille de Berlin. Voilà, c'est-à-dire que Staline peut prendre Berlin quand commence Yalta. Voilà, tout à fait. Bon, disons que ça va prendre du temps, mais disons qu'il est en position. Au contraire, du côté des Occidentaux, ils n'ont pas encore franchi le Rhin. Ils ne le feront qu'un mois après Yalta. Donc là, il y a une dissymétrie tout à fait notable. Est-ce que sur un plan psychologique, disons, les Alliés, Roosevelt et Churchill, estiment que vis-à-vis de l'effort de l'armée rouge et des sacrifices de l'armée rouge, ils ont une sorte de dette d'ailleurs? Oui, une dette morale, certaine. Premier point, l'armée rouge a retenu la plus grande partie des forces allemandes, ce qui a facilité les trois quarts à peu près. Les trois quarts, ouais. Ce qui a facilité à peu près le débarquement en Normandie quelques mois plus tôt, en juin 1944. Mais quand on parle du débarquement, on peut toujours penser que de l'autre côté, il y avait les trois quarts des forces. Oui. Et donc, dans une certaine mesure, les Soviétiques indirectement participent au débarquement, si on veut dire. D'autre part, le nombre de morts, des millions de morts du côté soviétique. Au fond, l'Union soviétique n'a pas eu le choix. Elle a été attaquée, elle a fait ensuite sa contre-offensive à partir de l'été 1943. Les Anglo-Américains, ils ont le choix. Et ce second front réclamé depuis longtemps par Staline n'a été vraiment installé en Europe que, du point de vue massif, en juin 1944. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'économiser des vies américaines, des vies britanniques, ce qui est tout à fait louable. Mais évidemment, du point de vue de Staline, ça retardait d'autant. On retrouve donc une autre dissymétrie. Et Staline, bien entendu, leur fait comprendre. Et ça, c'est un argument qui va bon, alors, ils se rencontrent pourquoi à Yalta, en Crimée, Churchill, Roosevelt et Staline? Pourquoi ils se voient? Ils ont beaucoup de choses à se dire. Ils ont beaucoup de choses à se dire, d'abord parce que la guerre n'est pas finie. Il faut parler donc des opérations militaires futures, donc à parler encore de stratégie. Ils ne sont pas vus depuis longtemps, à Troyes du moins, à Téhéran en novembre-décembre 1943. Ça fait plus d'un an. Ça fait plus d'un an. Alors c'est vrai, Churchill et Staline se sont vus en octobre 1944 à Moscou. Ils ont même discuté entre eux. Et Roosevelt n'y était pas. Il était en pleine campagne électorale pour sa 4e élection. C'est d'ailleurs pour ça que Yalta se passe en février, c'est qu'il a fallu attendre la réélection de Roosevelt. Exactement, donc ça a un petit peu décalé la grande conférence à Troyes. Et Roosevelt n'est pas forcément content de ce que Churchill et Staline se sont dit. Donc il veut être là, il veut être là, il veut une conférence le plus vite possible pour que l'Amérique puisse faire peser de son poids, son influence dans le règlement de... Voilà, parce qu'ils ne sont pas évidemment tous les trois sur la même longueur d'onde et chacun arrive là avec un objectif bien précis. Alors, Churchill, il vient à Yalta, il veut quoi? Il veut obtenir quoi? Bon, l'Angleterre a résisté héroïquement depuis 1940. Elle a un but relativement simple, c'est maintenir sa grandeur. Et la grandeur, c'est l'Empire, et l'Empire, c'est la Méditerranée. Il y a donc des enjeux méditerranéens à défendre. Pour cette raison, en octobre 1944 à Moscou, dans l'accord des pourcentages proposé par Churchill, ce qui lui apporte le plus, c'est d'avoir l'influence prédominante en Grèce. D'où d'ailleurs le débarquement britannique en Grèce contre les communistes. À la suite de ce marchandage que Staline lui laisse les mains libres en Grèce. Et Staline ne réagit pas après ce débarquement. Quand l'armée britannique écrase les communistes grecs. Il obtient donc 50% en Yougoslavie.
Et au fond, le reste, c'est le continent, ça intéresse le terrien. On a vraiment une discussion de maquillon entre un marin, Churchill, et le terrien, Staline. Alors Staline, lui, il arrive là avec quel objectif? Alors lui, il a une vision vraiment européenne. C'est vrai, je ne dirais pas que c'est le plus européen des trois, mais disons qu'il a un horizon presque plus limité. Ce n'est pas l'Empire britannique sur lequel le soleil ne se couche jamais. Ce n'est pas la vision mondiale non plus de Roosevelt. C'est la sécurité de l'URSS, avant tout, en Europe centrale et orientale. Et cette sécurité, ça peut presque être symbolisé par le nom d'un pays, la Pologne. Ça se passe par la Pologne. Par la Pologne. Avoir une zone de sécurité, faire en sorte que le cordon sanitaire qui avait été imposé à l'Union soviétique en fait de guerre soit retourné, que l'URSS soit entourée non pas de pays ennemis, mais de pays amis. Est-ce qu'en plus il y a une arrière-pensée, à savoir que cette zone de sécurité militaire pourrait être ensuite... L'organisation politique de l'après-guerre. Voilà, qu'il y a une organisation politique, à savoir une influence communiste, c'est bien possible. Disons que Staline est un homme roué, prudent, qui a toujours deux fers au feu. Sécurité d'abord, je crois que c'est sa priorité numéro 1. Et après tout, si le rapport de force fait que Staline puisse aller plus loin, il le ferait. Et Roosevelt, le dernier, donc là, il vient là avec une vision plus planétaire. Voilà, c'est vraiment lui qui a la vision mondiale. Alors, deux choses. Sa vision d'abord, c'est non pas partager l'Europe ou le monde, et effectivement ce maquignonnage typique de la diplomatie européenne, Roosevelt n'en veut pas. Il ne faut pas oublier que c'est un... Ça l'a exaspéré même. Ça l'a même exaspéré. Pour lui, à la rigueur, ce qu'il faut faire, c'est partager le gouvernement du monde, non pas le monde. C'est-à-dire gouverner ensemble. Et il fait confiance en Staline. Il pense que les trois grands peuvent le faire. C'est sa vision idéaliste de l'organisation du monde après la guerre. Et pour lui, ce monde doit être gouverné par 4 gendarmes, peut-être 5 si on accepte la France, et à travers la nouvelle organisation internationale, à savoir l'ONU. Quand même, sur un plan militaire, il a un objectif précis, c'est la guerre contre le Japon. Il a un gros problème. Il a un gros problème qui est le suivant, c'est qu'il sait, lui, que la guerre n'est pas terminée. La guerre mondiale n'est pas terminée. Elle est sur le point de se terminer en Allemagne, mais pas dans le Pacifique. L'état-major lui dit, il faut encore plusieurs mois, voire 1 an de guerre, peut-être 500 000 morts du côté américain. C'est vrai que pour nous, occidentaux, on a l'impression que la guerre se termine avec la libération de Paris ou la capitulation allemande. Mais pas du tout. Pas du tout, oui. Et là, c'est très important. Lui, pourtant idéaliste, n'est pas uniquement, puisqu'il a quand même fait préparer la bombe atomique, mais sa faiblesse, c'est qu'il ne sait pas quand elle sera opérationnelle. Donc, il lui faut absolument l'intervention de l'URSS dans la guerre contre le Japon. D'autant plus qu'il ne veut pas laisser à l'URSS le temps d'être maître de l'Europe au cas où lui et les Britanniques seraient enlisés, enfin si les Américains et les Britanniques seraient enlisés dans la guerre du Pacifique. Donc ne pas laisser le temps à Staline, ne pas laisser les mains libres à Staline. Bon, on a vu les objectifs des uns et des autres, maintenant on va voir à Yalta comment ça va se passer sur le terrain autour du tapis vert. Qu'est-ce qu'ils auront obtenu, voilà. Churchill, Roosevelt et Staline se sont mis d'accord pour se retrouver à Yalta, station balnéaire de Crimée. C'est dans le palais Livadia, où est logée la délégation américaine, que se déroulent les débats entre les trois grands. Le 4 février 1945, Staline a envoyé son conseiller Gromyko accueillir ses invités à l'aéroport de Saki. L'avion de Churchill se pose le premier. « 20 minutes plus tard, Roosevelt atterrit. La première séance plénière s'ouvre à 17h, le jour même, autour d'une immense table ronde. D'entrée, le général soviétique Antonov dresse un tableau de la situation militaire. Il confirme que Berlin est sous la menace des canons russes, mais prévoit que la bataille finale sera très dure. Pour les anglo-saxons, le général Marshall expose l'état du front occidental. Il ne prévoit pas que les troupes alliées puissent atteindre le Rhin avant mars. Staline comprend qu'Eisenhower ne pourra pas menacer Berlin avant 2 mois. Au lieu de se lancer immédiatement dans une attaque coûteuse contre la capitale du Reich, Staline, puisqu'il a le temps, préfère utiliser ce délai et consacrer ses forces à libérer la Hongrie et la Tchécoslovaquie. Ainsi, la conduite même de la guerre esquisse déjà la future carte politique de l'Europe. Le lendemain, 5 février, l'ordre du jour de la seconde réunion est consacré au sort de l'Allemagne vaincue. Staline souhaite un démembrement, une division en 4 ou 5 parties. Churchill est réticent, ne voulant pas, selon ses propres termes, régler en 80 minutes le sort de 80 millions d'hommes et de femmes. La question est renvoyée à plus tard.
Staline réclame également des réparations. Il souhaite que 80% de l'industrie lourde allemande soit transférée en URSS, afin de reconstruire son pays dévasté, et réclame des milliards de dollars. Un deuxième grand sujet est alors abordé à la séance plénière du 8 février, la question de la Pologne, de ses frontières et de son gouvernement. Les trois grands s'entendent pour fixer la frontière entre la Pologne et l'URSS sur la ligne Curzon. Staline récupère donc des territoires qui appartenaient à l'ancienne Pologne. En compensation, la conférence décide d'un accroissement de la Pologne vers l'ouest, c'est-à-dire au détriment de l'Allemagne. Mais où faire passer cette nouvelle frontière? Staline propose la Ness, affluent de l'Oder. Mais il y a deux rivières qui portent ce nom, une Ness orientale et une Ness occidentale. La décision définitive est renvoyée à plus tard. Mais le déplacement de la Pologne de l'après-guerre vers l'ouest est bien entériné à Yalta. Reste alors le problème du gouvernement polonais. Churchill, pressé par les Polonais en exil à Londres, répugne à reconnaître le gouvernement pro-soviétique de Varsovie. Staline rétorque cinglant. Le gouvernement du comité de Lublin est aussi démocratique que le gouvernement provisoire du général de Gaulle, et qu'il soit reconnu est pour moi une question d'honneur et de sécurité. Roosevelt, conciliateur, obtient de Staline que des élections libres et à bulletin secret aient lieu dans les 2 mois. Il précise « Je veux qu'elle soit comme la femme de César, qu'elle ne puisse être soupçonnée. Ces élections n'auront jamais lieu. » Enfin, et c'est le plus important pour l'Américain, Staline s'engage à entrer en guerre contre le Japon, 3 mois après la capitulation allemande. Le 11 février, la conférence de Yalta s'achève. Un vent d'optimisme souffle sur les participants, que Winston Churchill traduit par ses phrases lyriques. Nous étions tous comme au sommet d'une colline, en mesure de contempler enfin, à l'infini devant nous, les splendeurs des possibilités de l'avenir. Robert Frank, avant toute chose, pourquoi cette conférence est tenue à Yalta? Yalta en Crimée, la Crimée est en Union soviétique et Staline y tenait. Il ne voulait pas sortir de son pays. L'idée était de bien faire imprégner les Alliés de la façon suivante. C'est l'URSS qui porte le poids de la guerre a lieu sur notre sol, je ne peux pas m'éloigner du théâtre européen. Et pour Roosevelt qui était fatigué, c'est malade, c'était un long voyage. Pour Roosevelt c'était un drame, c'est quand même 12 000 km, 10 jours de voyage, il est même passé par Malte où il a vu Djurkaitchek en même temps que Churchill. Il arrive à l'aéroport de Saki, ensuite entre 5 et 6 heures de route chaotante, il arrive épuisé et surtout il est très malade. C'est l'ombre de lui-même, tous les témoins on le voit sur les images, qui est très amaigri. Mais malgré cela, on dit beaucoup que l'ambiance a été très bonne à Yalta entre les trois grands. L'ambiance est très bonne. Il y a déjà cette perspective de la victoire. Peut-être pas encore dans le Pacifique, mais en Europe. Donc il y a un peu cette euphorie de la victoire à venir. D'autre part, ce sont ces trois hommes, ils veulent vraiment s'entendre. Ça, c'est vraiment le but politique numéro 1 de chacun des trois. Donc une ambiance très chaleureuse, je veux dire même une conférence assez arrosée. Il paraît qu'au niveau des toasts, Churchill et Staline, les toasts se multiplient. Pas mal. Et Churchill et Staline, on peut leur faire confiance. Ils savaient faire. Le champagne caucasien a coulé vraiment à flot. Ça, c'est important. Sérieusement, au niveau des résultats de ce que chacun d'eux obtient, d'abord Roosevelt. Alors Roosevelt, il obtient la confirmation de l'entrée en guerre de l'Union soviétique contre le Japon 3 mois après la capitulation. Ce qui évidemment allemande. pour lui était capital. C'était capital. Pour lui c'est capital. Il sait qu'il pourra donc fixer Staline sur la guerre en Pacifique et Staline n'aura pas donc tout à fait les mains libres en Europe. Bon. Staline. Alors, il obtient ça en contrepartie. La contrepartie, c'est que Staline et l'URSS retrouvent un peu leur zone d'influence, les ports que la Russie tsariste avait avant la guerre de 1904-1905. Deuxième chose qu'obtient Roosevelt, c'est bien sûr l'ONU. Il y avait un désaccord dans les mois qui précédaient. Les soviétiques demandaient une représentation à l'ONU, une voix pour chaque république soviétique socialiste. Donc 15 plus une voix, 15 ou 16. Ça faisait beaucoup, évidemment. Ça faisait beaucoup. Ouais. Staline était inquiet parce qu'il savait très bien que l'ONU serait la majorité américaine. Ouais. Bon, alors bien sûr les Américains ne voulaient pas. Ils disaient pourquoi pas, comment dirais-je, 48, nous avons 48 États, pourquoi pas 48 pour nous. Et finalement, Roosevelt remporte le morceau, il y a un compromis.
Mais Staline n'obtient que 3 voix, Biélorussie, Ukraine et l'Union soviétique elle-même. Donc un bon compromis là en faveur de Roosevelt, et Roosevelt est tout à fait content. Staline, lui, obtient satisfaction sur la Pologne. Ça, je crois que c'est le point décisif. C'est décisif. Hein. Je veux dire, si on doit faire le bilan des gains des uns et des autres, Staline, dans une grande mesure, est le vainqueur de Yalta, et à cause de la Pologne. En effet, il y avait 2 gouvernements en compétition, le gouvernement polonais de Londres, le comité de Lublin devenu le gouvernement à Varsovie, qui s'installe à Varsovie, donc plutôt pro-soviétique. Et disons que le résultat des courses est le suivant, un gouvernement d'unité nationale, mais où les pro-soviétiques sont très nettement... Mais finalement, donc, Staline, il obtient là à Yalta ce que son armée avait obtenu. Tout à fait. Je veux dire, c'est vrai que de toute façon, c'était la situation sur le terrain. Donc à la limite, empêcher Staline d'installer un tel gouvernement, c'était la guerre, c'était essayer de le déloger, ce qui était tout à fait impensable, alors même que la guerre n'est pas finie contre les Allemands. Ce qu'obtient Staline également pour l'Allemagne, c'est, à propos de l'Allemagne, c'est le démembrement. Il introduit l'idée de démembrer l'Allemagne et, en dernier lieu, des réparations. C'est très important. Grande discussion sur les réparations. Grande discussion sur les réparations. Il obtient de Roosevelt, Churchill n'est pas d'accord, mais c'est inscrit dans le communiqué. Un engagement de Roosevelt. 20 milliards de dollars de réparations allemandes pour l'ensemble des bénéficiaires, dont la moitié pour l'Union soviétique. C'est fondamental pour Staline. Donc c'est très 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 important. Bon, alors, la question... Reste Churchill, non Reste Churchill, bien sûr, oui. Churchill obtient également des choses sur l'Allemagne, et je dirais, la chose principale qu'il obtient, c'est que dans les zones d'occupation déjà prévues sur l'Allemagne, on passe du chiffre 3 à 4. En d'autres termes, la France est la principale bénéficiaire de Yalta, alors même que De Gaulle n'y figure pas, je dirais grâce à Churchill. C'est Churchill qui veut absolument une 4e zone pour la France, que la France occupe un siège également au comité de contrôle qui va diriger l'Allemagne. Pourquoi ? Pas seulement pour les beaux yeux de la France, c'est vrai que Churchill est plutôt francophile, mais enfin, ses rapports avec De Gaulle sont plutôt orageux. Non, c'est pour des raisons bien, comment dirais-je, concernant l'égoïsme national britannique. Churchill se sent un petit peu petit face aux deux super grands. D'autre part, il craint pour l'empire colonial britannique. Avoir une autre puissance coloniale solidaire de l'Angleterre se donnera plus de poids face à l'Union soviétique et aux États-Unis, qui ensemble, sur ce point, sont plutôt pour des réformes, voire une décolonisation. Bon, alors j'en viens au fameux mythe, au premier mythe de Yalta, à savoir le partage. Alors il y a eu partage ou non ? Il n'y a absolument pas partage à Yalta. Deux choses. Ça a d'abord été une série d'accords sur des points particuliers, comme on l'a vu, l'Allemagne, la Pologne, etc. Deuxièmement, ce qui a été obtenu également par Roosevelt, puisque la Pologne, le gouvernement est plutôt dans le sens de ce que voulait Staline, c'est d'obtenir des élections libres en Pologne, et s'y ajoute une déclaration sur l'Europe libérée, qui prévoit des élections libres partout, qui seraient contrôlées par tous les alliés ensemble. Bref, l'idée de gouverner ensemble la gestion de l'après-guerre. Ce qui est bien différent, évidemment, de l'idée de partage. C'est ça, partager plutôt le gouvernement de l'Europe et du monde plutôt que les territoires. Voilà. Alors, il y a eu un deuxième mythe qui s'est greffé plus tard, qui, là, lui, est de provenance américaine. Au moment de la guerre froide, on a beaucoup reproché à Roosevelt d'avoir fatigué, vieux, malade, etc., d'avoir tout bradé et d'avoir abandonné, finalement, tout ce que Staline voulait. Oui, le premier mythe, c'est le mythe du partage. Le deuxième mythe, c'est le mythe du bradage. Voilà. Alors, Roosevelt a obtenu, malgré tout, on l'a vu, certaines choses. D'autre part, on peut poser la question, qu'est-ce qu'il pouvait obtenir d'autre, puisque Staline l'avait déjà. Au fond, on pourrait presque inverser la problématique. Staline avait un gouvernement en Pologne entièrement pro-soviétique. Au fond, les Occidentaux obtiennent quelques ministres du gouvernement de Londres. Ce n'est pas beaucoup. Et surtout, ils se drapent dans les plis du droit. C'est-à-dire, c'est eux qui disent, il y a une déclaration sur l'Europe libérée, le droit, c'est la démocratie, ce sont les élections libres, même si elles sont bafouées par Staline, le droit sera du côté de l'Occident. Nous sommes au lendemain de Yalta, mais les trois d'ailleurs sont assez optimistes, mais la guerre n'est pas finie, suite des événements. 2 jours après la conférence de Yalta, les Anglo-Saxons bombardent la ville de Dresde. Churchill avait donné des directives à la fin janvier afin que le bombardement intervienne pendant la conférence. Il voulait, par cette action d'éclat, impressionner les Russes. Mais les mauvaises conditions météo retardent l'opération jusqu'au 13 février. Trop tard pour influencer Staline. On dénombre 130 000 victimes. En Roumanie, les communistes qui participent à un gouvernement d'union nationale revendiquent davantage de pouvoir. Le 27 février, le jour même où Roosevelt débarque à New York de retour de Yalta, Wyszynski, l'ancien procureur des procès de Moscou, envoyé par Staline, arrive à Bucarest. Un nouveau gouvernement dirigé par Petru Groza, où les communistes détiennent les postes clés, est imposé au roi Michel.
Depuis Noël 44, l'armée rouge marque un temps d'arrêt devant Budapest. En février, la conquête de la ville, fortifiée et défendue par 10 000 SS, se fait maison par maison. Les soldats soviétiques doivent progresser par les couloirs du métro. Après la libération de Budapest, l'armée rouge poursuit son avancée vers l'Autriche. Vienne tombe le 13 avril. À l'ouest, les Alliés parviennent début mars sur le Rhin, dont ils contrôlent la rive gauche sur toute la longueur. Le 7 mars, le fleuve est franchi et une tête de pont consolidée. Le 23, Churchill en personne a droit au passage du Rhin. Dès lors, les forces d'Eisenhower pénètrent au cœur de l'Allemagne hitlérienne, mais malgré l'insistance de Churchill, ne foncent pas sur Berlin. La jonction entre GIs de la 3e armée et l'avant-garde de l'armée rouge a lieu le 25 avril à Torgau-sur-l'Elbe. Roosevelt ne verra pas cette symbolique et émouvante rencontre. Frappé par une hémorragie cérébrale, il est mort le 12 avril. Début avril, les Russes préparent l'assaut final contre Berlin. Un million d'hommes, 6200 chars, des milliers d'avions, de pièces d'artillerie sont concentrés pour l'ultime phase de la guerre en Europe. En face, Hitler ramasse ses dernières forces que Goebbels tente de fanatiser. L'attaque commence le 12 avril. Le 22, la capitale du Reich est entièrement encerclée. Des tonnes d'obus s'abattent sur la ville. L'armée rouge progresse dans les faubourgs, rue par rue, au milieu des ruines. Le 30, le quartier général de la Gestapo tombe. Hitler se suicide, le drapeau rouge flotte sur Berlin. Hostilities will end officially at 1 minute after midnight tonight, Tuesday, the 8th of May. But in the interest of saving lives, the ceasefire began yesterday to be sounded along all the fronts. The German war is therefore at an end. We may allow ourselves a brief period of rejoicing.
Partout, c'est l'euphorie de la victoire. Il reste à organiser la paix. Robert Frank, là nous poursuivons la visite au Cecilienhof de Potsdam et c'est dans cette pièce même que Churchill et ses conseillers, pendant la conférence, se réunissaient. Nous n'en sommes pas encore là dans l'émission parce que très vite, on s'aperçoit qu'après Yalta, les choses se gâtent et notamment que Staline ne respecte pas les accords qui sont passés à Yalta. Quelques jours après la conférence de Yalta, en février, l'Union soviétique installe en Roumanie et en Bulgarie des gouvernements où les communistes jouent un rôle clé. Or, il le fait sans consultation des Alliés. Alors bien sûr, on pourrait toujours dire qu'il le fait en fonction des accords des pourcentages qu'il a signés avec Churchill en octobre 1944, enfin qu'il a signé, qu'ils ont conclu oralement. Mais en fait, Yalta était en contradiction avec ces accords. Yalta était la dernière décision. On peut donc dire qu'il viole les accords de Yalta, et la lettre et l'esprit. Et à ce moment-là, comment réagit Roosevelt ? Roosevelt réagit mal. Roosevelt est très malade, on le sait, il réagit mal, et on peut dire que son dernier message est un message de fermeté. Il est furieux, il pense là qu'il y a vraiment... Un message de fermeté, c'est-à-dire ? Un message de fermeté, je veux dire par là, il le dit à Churchill, et il le dit à ceux qui le conseillent, il faut que nous restions fermes à l'égard des Russes. Et alors son successeur, Truman, il prend quelle attitude ? Roosevelt donc meurt le 12 avril, et Truman a une attitude relativement hésitante. Bon, une chose que ne voit pas Roosevelt, c'est bien sûr la victoire, donc l'avancée des troupes anglo-américaines vers l'Est. De ce point de vue, Truman a l'attitude suivante. Les Britanniques demandent d'aller le plus loin possible vers l'Est, puisque Staline a violé Yalta, il n'y a pas de raison. Oui. Truman préfère l'attitude conciliante et il respecte les accords de Yalta et la façon dont ont été divisées les zones d'occupation. Une fois la victoire obtenue en Europe contre Hitler, là, il en vient peut-être à une mesure de fermeté, ou en tout cas un signal contre Staline. Il suspend la loi Prébaille. C'est-à-dire qu'il suspend l'aide financière aux Alliés en général. Et Staline le prend assez mal. Il le prend très mal, si mal que Truman revient sur sa décision. Donc il y a une hésitation de Truman. Alors il y en a un évidemment qui s'inquiète beaucoup de ce qui se passe dans l'Est de l'Europe, c'est Churchill, parce qu'il y a quand même ce télégramme extrêmement prémonitoire et étonnant du 12 mai 1945, 4 jours après la victoire, où il parle du rideau de fer qui s'est abattu sur le front soviétique. Alors Churchill est très inquiet. Churchill est inquiet, il invente donc cette expression « le rideau de fer ». Le télégramme, bien sûr, reste secret. Le public ne connaîtra cette expression qu'une année plus tard, lorsqu'il le dira en public pendant son discours de Fulton aux États-Unis. Mais cela montre bien donc son inquiétude, cela montre aussi à quel point il voit le jeu de Staline et il pense qu'il faut effectivement réagir et il est pour une politique de fermeté. Bon, là on a vu tous les côtés négatifs de l'après-Yalta, mais il y a quand même des points positifs. Oui, il y a certains points de Yalta qui sont malgré tout appliqués dans les mois qui suivent. Surtout, et là Roosevelt ne voit pas son œuvre se faire, quelques jours après sa mort s'ouvre la conférence de San Francisco pendant laquelle 50 pays vont discuter de la charte sur la base des accords de Yalta. Et la charte sera signée le 28 juin 1945. Et c'est là que se met en place, donc en particulier, non seulement l'Assemblée générale, mais on prévoit ce Conseil de sécurité avec 5 membres permanents. Donc les fameux gendarmes de Roosevelt sont devenus 5. C'est le triomphe posthume de Roosevelt. France, Chine, plus les 3 grands. Donc il y a là une sorte de triomphe posthume. Et sur la Pologne ? Et en même temps, ça a été très long. L'accord de Yalta concernant la Pologne a donné lieu donc à des discussions entre Polonais. Et ça y est, c'est chose faite. En fin juin, est mis en place un gouvernement d'unité nationale où effectivement les communistes et les pro-soviétiques ont les principaux postes, ils sont même majoritaires, et quelques strapontins pour les Polonais de Londres. C'est une victoire pour Staline. Bon, et de toutes ces tensions, il naît la nécessité de se revoir, donc nécessité d'une nouvelle conférence à Potsdam. Et d'ailleurs là, en marchant, nous sommes venus à Potsdam dans la salle où se réunissait la délégation américaine et le président Truman. Maintenant, Potsdam. Le physicien Robert Oppenheimer, directeur du centre de recherche de Los Alamos, est chargé de mener à bien le projet Manhattan, c'est-à-dire la fabrication de la bombe atomique. Au début de juillet 1945, il effectue avec son équipe les dernières mises au point.
Le nouveau président américain, Harry Truman, n'a pas une grande expérience des affaires internationales lorsqu'il succède à Roosevelt. Cet ancien propriétaire d'un magasin de confection est un homme modeste et simple, plus attiré par l'action que par les idées. Le 15 juillet 1945, Harry Truman atterrit à Berlin, où il est accueilli par Gromyko. La conférence entre les trois grands doit s'ouvrir 2 jours plus tard à Potsdam, petite ville à une vingtaine de kilomètres de Berlin. En attendant Staline malade, Truman et Churchill parcourent Berlin, dont il ne reste pas grand-chose. C'est la première fois que le Premier ministre anglais rencontre le président des États-Unis. Il note dans ses mémoires qu'il est impressionné par la gaieté de Truman, sa précision, sa vivacité et son évidente puissance de décision. À Los Alamos, Oppenheimer est prêt. C'est dans la soirée du 16 juillet que Truman apprend que la première bombe atomique de l'histoire a explosé dans le désert du Nouveau-Mexique. L'expérience est un succès complet. Le lendemain 17 juillet s'ouvre la conférence de Potsdam. Truman hérite de la présidence de la première session. Staline abandonne l'idée d'un démembrement de l'Allemagne, mais exige, devant l'ampleur des destructions dans son pays, d'énormes dommages de guerre sur la base de ce qui avait été envisagé à Yalta. Les Occidentaux estiment qu'une somme aussi importante ne peut être payée par l'Allemagne ruinée. Un autre litige porte sur la frontière entre la Pologne et l'Allemagne. Pendant des jours, la conférence s'enlise dans d'interminables négociations. Le 24 juillet, à la fin d'une séance particulièrement houleuse, Truman annonce à Staline que les Américains sont en possession d'une arme nouvelle. Le premier Russe ne manifesta aucun intérêt particulier, note Truman dans ses mémoires. Tout ce qu'il dit, c'est qu'il était content d'apprendre cette bonne nouvelle et qu'il espérait que nous en ferions bon usage contre le Japon. En fait, grâce à ses espions, Staline n'ignore rien du projet Manhattan. Le 25, Churchill s'envole pour Londres afin de participer aux élections. Il ne reviendra pas. Les conservateurs sont battus et c'est Clément Attlee, le leader travailliste, qui remplace le vieux lion autour de la table de négociation. Le 30 juillet, pour débloquer la situation, le secrétaire d'État américain Barnes propose un package deal, c'est-à-dire un compromis global sur tous les sujets en litige. Compromis finalement accepté par tous. À Potsdam, pas plus qu'à Yalta, il n'est question autour de la table de se partager l'Europe. Mais à Potsdam, on constate la division du continent issue des combats. Déjà, on pressent que les zones d'occupation militaire vont se transformer en zones d'influence. Staline obtient sur le tapis vert ce que l'armée rouge avait conquis sur le terrain. La carte de l'Europe future n'est pas tracée à Potsdam. Elle a été dessinée par la force des armes et les rêves idéalistes se fracasseront sur cette réalité. Enfin, Truman obtient de Staline la confirmation de l'entrée en guerre contre le Japon le 8 août. Dans le Pacifique, en effet, les combats sont acharnés. La flotte américaine subit en particulier les dégâts causés par les raids suicides des kamikazes. Les experts américains évaluent à 1 an le temps nécessaire pour venir à bout de la résistance nippone et à au moins 1 demi-million le nombre des victimes américaines. Le 26 juillet 1945, Truman, dans une proclamation, exhorte le gouvernement japonais à une reddition inconditionnelle. Sinon, ajoute le texte, l'alternative c'est pour le Japon une destruction imminente et complète. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. Le 8 août, comme prévu, l'URSS déclare la guerre au Japon et les troupes soviétiques entrent en Mandchourie.
Le lendemain, 9 août, une deuxième bombe est larguée sur Nagasaki. Le 15 août, l'empereur Hirohito annonce au monde la capitulation du Japon. La Deuxième Guerre mondiale est terminée. Nous sommes donc là dans la fameuse salle où s'est tenue la conférence de Potsdam. Là, je suis appuyé sur le siège de Staline. Là, c'était le président Truman et là, c'était Churchill. Et puis après, il a été remplacé par Attlee. Alors, est-ce que le changement des têtes par rapport à Yalta a changé l'ambiance ? Changement des têtes, bon, Truman à la place de Franklin Roosevelt, qui était à Yalta, c'est évidemment un changement, l'homme est moins expérimenté. Burns, le secrétaire d'État, jouera un très grand rôle à Potsdam. Hein. C'est un peu lui, c'est l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, et il joue un rôle fondamental. Mais quand je parlais de l'ambiance, c'était les relations entre les hommes, ça n'empêche pas Churchill de boire. Donc, là, non, et Staline non plus. Bon, il se retrouve. Bon, c'est ça. Les toasts continuent. Les toasts continuent. L'ambiance n'est pas du tout la même qu'à Yalta. Il n'y a pas cette cordialité, cette chaleur. Mais il y a des moments, effectivement, de cordialité. Il ne faut pas non plus tout voir en noir. Évidemment, l'événement considérable qu'on apprend tout au début de la conférence, c'est que les Américains ont l'arme atomique, et ça va tout bouleverser. La conférence commence le 17 juillet. Or, la veille, le 16 juillet, Truman est déjà à Potsdam. Il vient d'apprendre la réussite de l'explosion de la bombe atomique dans le désert du Nouveau-Mexique. C'est évident que ça change tout. Ça change tout, ça change le rapport des forces. On peut dire en deux mots, à Yalta, la première armée du monde, c'est l'armée soviétique, c'est l'armée rouge. À Potsdam, la première puissance militaire du monde, c'est évidemment l'Amérique, les États-Unis, grâce à cette bombe. Alors, les grandes questions en litige qui sont discutées ici à Potsdam, il y a évidemment la question polonaise qui est au centre des discussions. La question polonaise et la question allemande. Alors, qu'est-ce qui reste de la question polonaise ? La question du gouvernement a été réglée à Yalta. Reste la question des frontières. Staline veut que la frontière entre la Pologne et l'Allemagne soit celle de l'Oder-Neisse, la Neisse occidentale, donc plus de territoire pour les Polonais. Et bien sûr, le nouveau gouvernement polonais est tout à fait d'accord avec Staline. Les Occidentaux veulent l'autre Neisse, la Neisse orientale, donc moins de territoire aux Polonais. L'autre litige, ce sont les réparations. Staline tient à ces réparations. Il a deux objectifs, la sécurité de son pays, mais aussi la reconstruction de son pays. Donc il demande beaucoup d'argent, 20 milliards de dollars. C'est ce qu'il a obtenu de Roosevelt à Yalta. Et là, visiblement, les Britanniques, qui déjà n'étaient pas d'accord à Yalta, mais même Truman et Burns, lui contestent ces 20 milliards. Et là, Staline n'est pas content. Ça, il le fait comprendre. Burns là joue un rôle important, il est très habile, il fait ce package deal, c'est-à-dire qu'au fond, une sorte de troc au fond. C'est-à-dire que sur la question polonaise, il donne plutôt satisfaction à Staline. En effet, donc la ligne Oder-Neisse, occidentale, mais il est spécifié que cette ligne est provisoire jusqu'au règlement définitif de la vu que le provisoire a duré un demi-siècle et qu'il dure toujours d'ailleurs. Il dure toujours, ça n'a jamais été remis en question. Donc là, il y a satisfaction finalement pour Staline. En revanche, pour les réparations, il n'est plus question des 20 milliards. Et en gros, les soviétiques doivent se servir sur leur propre zone. Self-service sur le territoire. Self-service sur le territoire, avec 10% de livraisons qui viendront de l'Ouest. Alors évidemment, le grand point, c'est la question qu'advient-il de l'Allemagne, puisque pendant très longtemps, il était question entre les grands d'un démembrement, et que là, à Potsdam, il n'en est plus question. Il y a une différence. Hein. À Yalta, on a dit démembrement. À Potsdam, on revient à une unité de l'Allemagne, une Allemagne qui serait gouvernée par les grands alliés ensemble, hein, par les 3+1, le quatrième étant la France. Il y a donc un changement de la part de Staline. C'est lui qui a demandé le démembrement à Yalta et qui demande maintenant plutôt l'unité. Alors, on a l'impression, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a peut-être deux fers au feu. Il hésite entre deux lignes. Est-ce qu'il vaut mieux gouverner avec les Occidentaux toute l'Allemagne ensemble, d'où une influence soviétique diffuse, mais jusqu'au Rhin, jusqu'à la frontière française, ou bien, alors effectivement, jouer contre l'esprit de Yalta, jouer la division, être beaucoup plus ferme sur un plan idéologique et établir pourquoi pas le communisme, mais uniquement sur une partie de l'Allemagne, et dans ce cas, une influence plus concentrée, mais jusqu'à l'Elbe seulement. Et il hésite encore, et disons qu'à Potsdam, il joue plutôt l'esprit de Yalta, c'est-à-dire gouverner ensemble l'Allemagne. Alors justement, on voit bien, part d'habileté, bien sûr. Justement, on voit bien que pas plus à Potsdam qu'à Yalta, qu'il y a une vraie division de l'Europe sur le tapis rouge d'ailleurs, ici, mais quand même s'opère déjà en germe la division future de l'Europe. Alors, qu'est-ce qui dicte cette division ? Je crois que cette division, c'est un long processus qui a commencé avant Yalta,
Yalta n'a pas réussi à l'enrayer, et qu'il se termine véritablement qu'avec la crise de Berlin, la première crise de Berlin de 48-49. La guerre froide et bloc contre bloc n'étaient pas absolument inscrits dans ces conférences. Ce n'était pas vraiment inscrit. La division commence à montrer le bout du nez, mais d'autres signes montrent que, on l'a vu pour l'Allemagne, il y a peut-être une certaine velléité de gouverner ensemble. En tout cas, Staline veut gagner du temps. Je crois qu'il compte sur ses réparations, donc il veut jouer le jeu d'esprit de Yalta pour avoir une chance de recevoir une aide américaine, ou en tout cas une aide par l'intermédiaire des réparations allemandes. Je répète, la reconstruction de son pays, la reconstruction de l'URSS, c'est un enjeu fondamental pour lui. Et on peut dire, au fond, il a encore le choix. Il dit, au fond, jouer l'esprit de Yalta, c'est avoir une influence malgré tout en Europe, une aide occidentale qui permettra la reconstruction de l'URSS et pourquoi pas aller plus vite dans le processus du socialisme. En revanche, rompre avec eux, ça veut dire choisir la pauvreté. C'est ce qu'il finalement il fera. Mais est-ce que c'était le bon choix? Le choix du splendide isolement, oui. Alors l'événement majeur qui intervient évidemment, c'est Hiroshima, parce que là on entre tout à fait dans une autre ère de relations internationales. Quelques jours après Potsdam, voilà. Et c'est ça qui va finalement déterminer, cet équilibre des forces de la terreur qui va déterminer les relations internationales pendant le demi-siècle qui suit. Alors l'équilibre des forces, pas tout de suite. Il faut attendre 49 pour la bombe soviétique, et l'équilibre lui-même à partir de la fin des années 50. Mais c'est vrai, ça change complètement les données en relations internationales. Et Yalta et Potsdam montrent bien l'émergence de deux géants. Ce sont ces deux géants, là l'Angleterre compte peu, la France non plus, qui d'ailleurs était absente. C'est un monde de l'après-guerre dominé par l'affrontement entre les Américains et l'Union soviétique, là est en germe à ce moment-là. Ce monde bipolaire est en germe à ce moment-là, ça c'est évident. Et même si les processus de division de l'Europe n'est pas encore complètement terminé, en revanche, le règne des deux super grands est déjà dès Yalta, dès Potsdam. Alors comment vous expliquez en historien que le mythe de Yalta est perduré et perdure toujours, c'est-à-dire qu'on continue à croire que de Yalta à Potsdam, les grands se sont partagés l'Europe autour de la table, alors que ce n'est pas ça, on vient de le voir tout au long de cette émission. Si on prend le mythe lancé par le général de Gaulle, à savoir le partage des trois grands, je crois qu'il y a plusieurs choses à dire. C'est vrai qu'après tout, les trois grands ont quand même décidé du sort du monde, de beaucoup de questions entre eux. Donc ça, je crois que c'est assez impressionnant. Deuxièmement, ce processus que je vous ai décrit, c'est quand même compliqué. Un processus qui commence en 1944, qui se termine en 1949, la guerre froide ayant commencé en 1947. Alors que le mot d'Yalta, 5 lettres, qui claquent comme un fouet, c'est quand même beaucoup plus simple comme explication. Je crois que ça, là aussi, il y a cet aspect-là. Du côté français, il y a peut-être un autre aspect. C'est au fond une sorte de complexe de la France qui n'a pas participé à cette conférence, ni à Yalta, ni à Potsdam, c'est-à-dire, au fond, une blessure. La blessure de la France n'est plus ce qu'elle était. Et le regard des autres sur la France, au fond, si la France est absente, c'est parce qu'elle ne s'est pas battue autant que les autres. Et là, je crois que c'est très important. Vichy, l'occupation, la défaite, c'est une blessure importante. Et Yalta est un peu la consécration de la dégradation de la France. Au fond, lorsque on donne une zone d'occupation à la France, Staline avait dit, bon, oui, pourquoi pas, mais pourquoi pas la Pologne? Pourquoi pas la Pologne? Il y a au moins autant de soldats polonais dans la guerre que de soldats français. Donc la France est plus une grande puissance, c'est évident. Et alors, après un demi-siècle, quel est le regard de l'historien finalement sur cette fin de la Deuxième Guerre mondiale? Le vainqueur des trois, c'est qui? Si on parle des trois grands, à titre posthume, c'est pas Churchill ni Attlee les vainqueurs. L'Empire britannique que défendait Churchill, en tout cas, n'existe plus. Fin de cette puissance-là. Staline, l'URSS n'est plus. Donc à titre posthume, c'est finalement l'idéaliste, c'est Franklin Roosevelt qui est le vainqueur. Au fond, il voulait un monde gouverné par des gendarmes. Les États-Unis sont bien là. La puissance américaine est encore là aujourd'hui. C'est le principal gendarme du monde, incontesté, par le biais de l'ONU, pour le meilleur et pour le pire. Mais la puissance américaine est encore intacte 50 ans plus tard. Et au fond, Roosevelt voulait que cette puissance américaine joue le rôle principal sur la scène internationale, sorte de l'isolationnisme. De ce point de vue, il a réussi. Voilà. Alors, pour terminer cette émission ici à Potsdam, quelques livres sur la question, il y en a énormément. De Yalta à Potsdam, des illusions à la guerre froide, un très bon livre d'Arthur Funk qui est paru chez Éditions Complexe. Oui, on peut le recommander. C'est vrai, tout à fait. Bon. Le classique André Fontaine, Histoire de la guerre froide, dont une partie porte évidemment sur ce moment-là. Et d'ailleurs, sur la couverture de ce livre, on voit la célèbre poignée de main entre
Staline, Churchill et Truman, qui s'est déroulé ici. Daniel Yergin, La paix saccagée, d'édition complexe, aussi un bon bouquin. Un très bon livre, intéressant à lire, qui donne des interprétations tout à fait suggestives. Alors, c'est les origines de la guerre froide, de la division de l'Europe. Alors, le livre d'un diplomate, Jean Laloy, qui a accompagné le général de Gaulle en décembre 1944 à Moscou, Yalta, hier, aujourd'hui, demain, paru chez Robert Laffont il y a 7-8 ans, je crois. Là, c'est un livre, un manuel pour les étudiants. Enfin, vous pouvez peut-être en dire un mot, parce que vous y avez participé chez Masson, La loi des géants en 41-64, avec René Giraud et Jacques Tauby. Alors, Robert Frank, c'est... Rien à dire spécialement. Rien à dire. Bon, alors, on le recommande quand même. Là, qui vient de sortir, là, excellent, édition de la découverte, L'état du monde en 1945, sous la direction de Stéphane Courtois, Annette Vivorca, une multitude de petits articles sur tout ce qui se passe dans le monde en 1945. Excellent. C'est très très bien fait. Très bien fait, vraiment pour travailler formidable. Alors la documentation française a sorti pendant un certain nombre d'années des dossiers. Là, c'est le dossier sur Hiroshima, la bombe, avec les unes des journaux de l'époque. C'est une très bonne idée. Je crois que malheureusement ça ne continue plus, mais c'était une très bonne idée. En vue d'aller un peu plus loin, il y a les mémoires de Winston Churchill, parus chez Plomb il y a un certain nombre d'années. Et là, c'est le tome 6, Triomphe et tragédie. Ça s'appelle Le rideau de fer, et qui lui raconte évidemment du 4 février 1945 au 26 juillet 1945. Donc c'est justement la période dont on a parlé tout au long de cette émission, tout à fait passionnant. L'histoire vécue de la Deuxième Guerre mondiale, qui paraît en 10 volumes, alors avec une très très belle iconographie, des cartes, et très très utile. Et enfin, je signale que Le Monde vient de publier L'histoire au jour le jour, la guerre froide 44-94, un recueil d'articles publiés dans Le Monde. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Dans un mois exactement, les brûlures de l'histoire seront consacrés à l'élection présidentielle de 1965, De Gaulle et Mitterrand, ou Mitterrand contre De Gaulle, les secrets d'une élection, les secrets d'un ballottage. Bonsoir.